Bien, bonjour à toutes et à tous. En 2012, et pour la première fois, l'administration récoltait les informations utiles à l'élaboration des rapports bisannuels sur les établissements pour aînés, établissements d'hébergement et d'accueil, rapports que dans les maisons vous avez reçus et donc qui doivent vous dire quelque chose. Les données que nous avons recueillies en très grand nombre grâce à une très forte participation des gestionnaires et des directeurs ont permis de dresser un état des lieux du secteur dans différents domaines et selon différentes grilles de lecture. Mettre en perspective quelques-unes de ces données avec ce qui fait la spécificité des structures appréhendées sous l'angle de leur mission et de leur philosophie, voilà qui débutera le programme de cette conférence. C'est à Madame Marchal, attachée à la direction des aînés, et au docteur Tellier, coordinatrice de l'Observatoire wallon de la santé, qu'il reviendra d'illustrer cette approche. Mais au-delà des chiffres, il y a le quotidien, votre quotidien. Et nous avons souhaité le traduire au travers d'initiatives porteuses. Nous entendrons ainsi M. Hamon, qui est directeur au centre d'accueil de Bourges, et qui nous parlera de la manière dont s'organise chez lui l'hébergement en court séjour. Il est accompagné de deux de ses collaboratrices, Mesdames Aubruge et Watley, qui sont assistantes sociales au centre d'accueil de Bourges, qui gèrent plus précisément cette matière et qui seront tout à fait disponibles à répondre à vos questions en fin de séance. Et pour clôturer nos entretiens, ce sera Madame Bultiel, qui est infirmière au centre Spartacus Huard à Courcelles, qui abordera l'accueil en centre de jour, y compris parfois le week-end. Je vous remercie pour votre présence encourageante. Je remercie nos orateurs qui ont répondu positivement à notre invitation et je cède dès à présent la parole à Madame Marchal et au docteur Tellier. Vous voulez pas avoir les micros maintenant? C'est... Eh bien, bonjour à tous. Alors, un tableau comme ça peut effrayer, mais c'est une mise en perspective. Je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais simplement attirer votre attention sur quelques points. Il y a un message par dia. Donc, vous savez qu'on entend beaucoup parler du vieillissement de la population. Tout le monde en parle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vieillissement va être progressif parce qu'une des grandes composantes, c'est ce qu'on appelle le baby boom. Et donc, c'est la génération des personnes nées en 1947 qui fait charnière. Et c'est quand les personnes de 47 ont 65 ans que ça commence à augmenter brusquement. Donc, le message, c'est que c'est d'abord les personnes de 65 à 74 ans qui vont, je vais dire, augmenter brusquement. Et donc, les priorités doivent se tourner vers les besoins de ces personnes-là qui ne sont pas spécialement des besoins de maison de repos. Et ça, c'est vrai, tout ça chez les hommes et chez les femmes, tout en sachant que, bien sûr, la population féminine reste prépondérante aux grands âges. Conséquence de tout cela, eh bien, c'est qu'on est plus ou moins tranquille jusqu'en 2026 pour ce qu'on appelle l'intensité du vieillissement, c'est-à-dire la part des 80 ans et plus dans l'ensemble des personnes de 60 ans et plus. Alors, le troisième graphique, avant de rentrer au cœur des institutions que va présenter Natacha. Jessica, pardon. C'est la répartition des personnes. Où vivent les personnes âgées? Alors, dans le graphique de gauche, vous avez le nombre absolu de personnes de 60 ans et plus, selon leur statut et leur catégorie d'âge. Alors, ce que vous voyez en bleu, donc la colonne du bas, ce sont les nombres de personnes qui vivent chez elles de manière totalement non dépendante à la maison. Donc. Ensuite, vous avez les barres rouges et vertes, ce sont les personnes qui vivent à la maison, mais sont dépendantes. Et la barre rouge représente celles qui vivent en étant dépendantes et sans aide à domicile. Et enfin, le petit carré mauve tout au-dessus, ce sont les personnes en maison de repos et de soins. Donc ça représente seulement 6% des personnes de 60 ans et plus.
À droite, vous avez la même chose. Donc chaque barre représente un groupe d'âge. Vous avez l'âge des 60-79 ans, des 80-89 ans, 90 ans et plus, et le total des 60 ans et plus. Et là, c'est une présentation relationnelle. Donc on voit qu'avant 80 ans, on a 90% des gens qui vivent de manière indépendante à la maison. Entre 80 et 89, on a quand même environ 12 à 15% qui sont dépendantes à la maison et 16% en maison de repos. Et enfin, au-delà de 90 ans, là, la proportion de personnes en maison de repos augmente à 55%, mais il reste toujours 45% qui n'y sont pas. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voulais d'abord vous préciser la volonté que nous avons au niveau de l'administration de renforcer les collaborations qui existent entre toutes les offres de services qui sont proposées aux seniors, et ce, que ce soit au domicile de l'aîné ou dans un cadre plus institutionnel, avec comme priorité la personne âgée au centre de nos interventions. Rester chez soi est en général le souhait de tous. Des aides existent et peuvent s'organiser pour que le domicile reste un véritable choix de vie et que ce domicile puisse être adapté à une personne âgée en situation de dépendance ou en difficulté passagère. Alors, il existe donc différents services qui peuvent intervenir au domicile des personnes âgées. Nous avons le service d'aide aux familles et aux aînés, les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile ou la plateforme Bien vivre chez soi. L'offre résidentielle réglementée, quant à elle, va également vers une diversification. Il existe plusieurs possibilités d'accueil et d'hébergement qui sont proposées à nos aînés. Je présenterai plus en détail ces structures dans les slides suivantes, mais brièvement, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons la résidence-service. La résidence-service, l'aide à la vie quotidienne et les soins ne sont pas assurés par la résidence-service. Mais les résidents vivant dans ce type d'établissement sont chez eux. Ils peuvent donc faire librement appel au service d'aide aux familles, à la plateforme Bien vivre chez soi ou au centre de coordination de soins et de l'aide à domicile, avec qui la résidence-service a une obligation de convention de collaboration. La maison de repos et de soins est également une formule d'hébergement à long terme, qui a également l'obligation d'établir une convention de collaboration avec un ou plusieurs centres de coordination. De plus, la résidence-service, en demandant son titre de fonctionnement, doit également apporter l'obligation d'établir une convention de collaboration avec une maison de repos et de soins. Quand la résidence-service est sur le même site que la maison de repos, elle peut faire également appel à la maison de repos pour différents services, comme les activités, la possibilité de prendre les repas au sein de la maison de repos, ou encore la garde permanente de la résidence-service peut être assurée par un des membres de la maison de repos. Il existe d'autres structures qui sont considérés comme des établissements pour aînés selon le Code wallon de l'action sociale et de la santé, mais dont l'objectif est de favoriser le maintien à domicile. Il s'agit notamment du court séjour. Le court séjour, ce sont des lits qui sont implantés au sein de la structure maison de repos. Mais les patients, après ce séjour de 3 mois en court séjour, doivent regagner son domicile. Il y a également les centres d'accueil de jour, centres de soins de jour, où l'aîné est hébergé durant la journée et le soir regagne également son domicile. Généralement, les centres d'accueil de jour, centres de soins de jour sont pour la plus grande majorité sur le même site qu'une maison de repos et de soins. Si ce n'est pas le cas, une convention de collaboration doit exister entre ces deux parties. De plus, le centre d'accueil de jour doit être également conventionné avec un centre de coordination. La Wallonie est également soucieuse que les aînés gardent une place d'acteur dans la société. C'est pour ça important de mentionner l'existence de différents services que je ne vais pas vous exposer ici dans les détails, mais pour lesquels vous pouvez avoir plus d'informations sur notre portail Action sociale et santé. Notre volonté aujourd'hui n'était pas de vous rappeler pour une énième fois les normes, vous les connaissez, mais plutôt d'aborder la philosophie spécifique à chaque type d'établissement. La résidence-service. La résidence-service, elle est souvent configurée sous forme d'appartements, de maisonnettes. Les services sont proposés aux aînés, mais ne leur sont pas imposés.
cette structure répond vraiment à un réel besoin des aînés, celui de vivre en complète autonomie tout en bénéficiant d'un climat sécurisant et qui permet de rompre l'isolement. Comme je vous le disais, les résidents en résidence-service sont chez eux. Ils peuvent faire donc librement appel au service d'aide à domicile. Mais plus qu'une mise à disposition d'un logement et d'un service, la résidence-service se doit, notamment par un projet de vie institutionnel, d'offrir un lieu de vie de qualité à ses résidents. Merci Jessica. Alors, on retourne dans les chiffres. Et le rapport bisannuel que vous avez reçu si vous êtes du secteur ou que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez plus exemplaire, eh bien, montre qu'au total, il y a 91 résidences-services en Wallonie actuellement. Vous voyez que principalement, elles viennent du secteur associatif et commercial. Il y en a relativement peu du secteur public, mais il y en a 38 qui sont en attente d'obtenir toutes les agréments, les autorisations, etc. pour pouvoir être construits. Il y a en tout 1744 places, logements, parce que bien sûr dans les logements, il y a parfois une ou deux personnes, ça dépend des cas donc. Alors quel est l'âge des personnes en résidence-service ? Eh bien on voit qu'elles sont un tout petit peu plus jeunes que les personnes qui sont en maison de repos, mais à peine je vais dire. Vous voyez deux flèches qui sont indiquées sur ce schéma, la flèche verte et la flèche des 30%. Donc 30% des personnes globalement ont moins de 80 ans. Et en fait 50%, la médiane, donc 50% des personnes sont plus jeunes et 50% des personnes sont plus âgées, se situe dans la zone orangée, donc entre 80 et 84 ans. Voilà enfin une dernière dia qui pourrait être intéressante, parce qu'on se dit, mais finalement, les personnes qui quittent les résidences-services, où partent-elles ? En fait, on voit que 50% d'entre elles rentrent dans une maison de repos, 28% vont décéder et 16% retournent à domicile. Vous avez ensuite quelques autres raisons, mais moins fréquentes, d'admission à l'hôpital, de changement de résidence-service et d'entrée en court séjour dans une maison de repos. Dans un centre de jour, l'aîné y est accueilli en journée et va pouvoir bénéficier de soins familiaux, ménagers et aux besoins médicaux. Il est important de sensibiliser tant les professionnels du secteur que le grand public de l'importance d'une telle formule. En effet, l'aîné est accueilli dans un cadre adapté et sécurisant en journée, et à la fin de celle-ci, il peut retrouver un climat familial et apaisant à son domicile. De plus, il répond à un réel besoin pour les conjoints et les aidants proches, pour qui ces moments de répit sont indispensables. Enfin, comme je vous le disais, la majorité des centres d'accueil sont sur le même site qu'une maison de repos et de soins, ce qui permet que les bénéficiaires d'un centre de jour puissent côtoyer au quotidien les résidents d'une maison de repos. Et si un passage vers l'institutionnalisation à long terme est nécessaire, ce transfert pourra se faire de manière plus facile, parce que la structure maison de repos et les habitudes qui y sont liées sont déjà connues par les résidents qui ont bénéficié d'un accueil en centre de jour. Et voilà. Alors les données de nouveau relatives aux bénéficiaires, eh bien on voit finalement que les centres de jour sont relativement peu utilisés. Si vous regardez la colonne de droite et le petit carré tout en bas, qui vous dit que seuls 0,08% des personnes en âge de fréquenter ces secteurs ces soins, ces centres de jour le fréquentent. Il y a eu environ 646 nouveaux résidents en 2011, qui était l'année des données. Les âges les plus représentés vont de 75 ans à 89 ans. Au total, donc, ce sont 52 centres qui offrent des places d'accueil de jour. Au total, il y a 558 places d'accueil de jour, soit 0,7% des personnes de 60 ans et plus.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des places qui ne sont pas occupées en fait. Le nombre de places disponibles varie de 5 à 15 par centre. Seuls-ci, des centres qui ont répondu à l'enquête sont ouverts aussi le week-end et on voit que la fréquentation dans ces centres est un peu plus élevée, la couverture si l'on peut dire. Et globalement, les nouveaux résidents en centre d'accueil de jour ont représenté donc 644 personnes de 60 ans et plus, parce qu'il y en avait 2, si vous avez vu sur la slide précédente, qui avaient moins de 60 ans, donc ça c'est des dérogations en fait. Donc le taux moyen d'occupation varie de 31% en province de Liège à 77% en province de Namur, et donc on n'avait pas suffisamment de données pour expliquer ces différences, mais bien sûr ça nous intéresse très fort. Le séjour en maison de repos avec une convention court séjour a une durée maximale de 90 jours par année civile. Cette formule d'hébergement n'a pas été prévue par le législateur pour être une porte d'entrée en maison de repos, mais bien pour répondre à 2 objectifs principaux, à savoir une période de transition après une hospitalisation et avant de regagner le domicile, ou une période de répit pour les aidants proches. Néanmoins, il ressort du terrain que la gestion de ces lits de court séjour est un travail qui peut être source de difficultés administratives ou sociales. Il n'est pas rare, en effet, qu'après ces 3 mois au sein de la maison de repos, la personne âgée et son entourage se trouvent désœuvrés car ils n'ont pas d'autre solution que l'hébergement à long terme en maison de repos, qui est souvent difficile en raison de manque de places disponibles. C'est pour ça qu'un processus précis doit être établi au préalable, avant toute entrée au court séjour, et c'est M. Hamon et son équipe qui viendra nous faire part de son expérience au centre d'accueil de Bouges. La personne hébergée en maison de repos bénéficie de l'hébergement, de l'aide à la vie journalière, des soins infirmiers, paramédicaux si nécessaire. La maison de repos est avant tout un véritable lieu de vie, où l'accompagnement d'une population qui est âgée et souvent disparate doit être adapté et individualisé. Mais au-delà des normes relatives au bâtiment, à l'hygiène, au personnel, aux soins, un projet de vie doit être spécifique à chaque établissement. L'assurance de la qualité de vie des résidents doit être la priorité de chaque gestionnaire. Et je vous invite d'ailleurs à assister à la conférence de 14 heures qui mettra en évidence l'importance du projet de vie institutionnel. Voilà. Et bien voilà la dia qui fait pendant à l'autre et qui vous montre que l'âge médian en maison de repos, donc 50% sont plus âgés, 50% sont plus jeunes, c'est en fait 85 ans et que 30% seulement des personnes ont moins de 80 ans. Un quart seulement des résidents sont des hommes. Alors ce qu'on voit quand on étudie les résidents des maisons de repos qui ne sont pas MRS, donc qui sont MR purs, comme on dit dans le jargon administratif, eh bien, on voit qu'un nombre non négligeable de résidents présente un profil lourd dans des lits qui ne sont pas censés être encadrés pour un profil aussi lourd. On voit aussi que le nombre de résidents qui ont le profil 0, c'est-à-dire non dépendants du tout, est quand même relativement élevé et que peut-être pour ces personnes, il aurait pu exister d'autres solutions que l'hébergement en maison de repos. Ça, c'est à discuter parce que certains voudront dire si on n'a pas ce mix de personnes dans les maisons de repos, ça devient invivable. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Voilà. Alors, la dia, ici, c'est une dia qui se trouve dans une des brochures, qui reprend une étude qui se trouve sur notre stand là, et qui parle du ressenti des personnes âgées à l'entrée en maison de repos. Et cette étude montre en fait que la satisfaction et l'adaptation sont grandement dépendants dans le fait d'avoir été impliqués ou pas du tout dans la décision de rentrer en maison de repos. Donc une personne sur 2 seulement est impliquée, ça ne veut même pas dire qu'elle prend la décision toute seule dans le fait de rentrer en maison de repos. Le fait de participer aux activités, d'avoir encore de l'autonomie avant l'entrée, l'évolution de la fréquence des visites. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de visites une fois qu'ils sont rentrés dans la maison de repos, et ça c'est la cata pour bien s'adapter. Et puis il y a tous les gens qui ont des craintes pour l'avenir. Et ça c'est quelque chose peut-être qui n'est pas tellement bien connu, parce que beaucoup de familles se disent « Ah
Ouf, on est sauvé, il a une place en maison de repos, mais les gens continuent bien sûr à avoir des craintes pour leur avenir et les prendre en compte permet souvent de diminuer le niveau d'angoisse. Pour conclure, on avait envie de mettre en avant que les aînés sont de plus en plus en questionnement quant à leur projet de vie et sur la manière dont ils veulent appréhender leur vieillissement. Ils sont en recherche d'offres qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, chaque structure qui a été présentée aujourd'hui répond à un objectif spécifique. Mais toutes ces possibilités d'accueil et d'hébergement sont avant tout complémentaires afin de pouvoir répondre au maximum aux besoins de notre population aînée. Alors, si vous désirez plus d'informations, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, je vous invite à visiter notre portail socialsanté.wallonie.be où vous trouverez plein d'informations nécessaires et utiles, et notamment les rapports bisannuels qui ont été édités récemment. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à Monsieur Hamon. Je laisse faire, Luc. C'est à vous. Merci. La flèche du haut, la flèche du bas. C'est normal que la première fois. Oui, ça. Attendez, le bas, ça. Le bas, c'est la suite. Okay. Droite, gauche. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hugues Hamon, je suis le directeur des centres d'accueil de Bouges, situés sur la commune éponyme, donc ici dans la périphérie de Namur. Et il m'a été demandé de vous faire un exposé sur la manière dont nous gérons notre unité de court séjour. Et je précise donc qu'il s'agit bien d'un exposé d'une gestion et non pas d'une démonstration ex cathedra de la manière dont il faudrait faire. C'est valable chez nous, dans le contexte qui est le nôtre, et j'insiste de manière très spécifique sur ce contexte. Donc il est important de savoir pour qui on développe un service et à qui il s'adresse et dans quel contexte on se situe pour pouvoir répondre de manière adéquate à la demande. Donc voilà, il s'agit bien d'un rapport sur la gestion de cette unité et je tiens à remercier Mademoiselle Aubruge et Madame Moitelet de m'avoir aidé à réaliser cet exposé. C'est elles qui gèrent l'unité de manière pratique, donc elles seront à votre disposition pour toute réponse à des questions éventuelles. Voilà, donc j'ai d'abord procédé par un bref rappel législatif qui est repris au Code wallon de l'action sociale et de la santé. Qu'est-ce que le court séjour? C'est simple, c'est temporaire, une durée déterminée, donc une convention d'hébergement à durée déterminée, seul cas possible pour faire une convention de ce type, pardon, et ça ne peut excéder, comme ça a été dit tout à l'heure, une durée de 90 jours, 3 mois, cumulés ou d'un seul tenant. Le deuxième point législatif touche à la possibilité d'agrément de lit pour une institution, c'est 20% pour une maison de repos, hors lit de court séjour évidemment. Et au niveau normes architecturales, ce sont des normes de type MR avec les seules spécificités, c'est qu'actuellement cela doit former un ensemble fonctionnel et identifié, qu'il doit y avoir un lavabo, une douche de plein pied et un WC, et en même temps une porte communicante entre 2 chambres afin de pouvoir accueillir un couple. Donc, excepté ces particularités, on a affaire à des chambres de maisons de repos traditionnelles, répondant aux normes. Il existe des dérogations avant 2009, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de considérations, ça amènerait très loin. Quelques statistiques tout à fait générales. On voit que actuellement, 30% seulement des institutions en Wallonie ont développé du court séjour, ce qui est somme toute très faible, et que chaque institution en moyenne développe 6 lits. Sans rentrer dans les spécificités de secteur, les structures qui ont fait du court séjour, mais je les ai scindées en 4 catégories, moins de 5%, 10-15% et au-delà de 15%, et on voit que 3/4 des institutions sont restées à un seuil de 3 à 6 lits. Pour développer une unité qui soit gérable de manière vraiment identifiée, 3 à 6 lits, c'est très peu. Imaginez une maison de repos de 3 à 6 lits, un cantou de 3 lits, ça peut paraître tout à fait risible, mais en même temps, pour le court séjour, beaucoup d'institutions l'ont fait parce que je pense que peu croient que ce soit un service vraiment intéressant et qui puisse en tout cas aussi être gérable et à l'équilibre financièrement avec de grosses structures. Donc les centres d'accueil de Bouges, eux, ont 13,3% de leur agrément en court séjour, c'est-à-dire actuellement 14 lits.
J'ai fait quelques spécificités par secteur qui montrent qu'il y a des différences et que le secteur associatif a ouvert beaucoup plus de places. Mais bon, ça ne reste quand même, les moyennes restent quand même sensiblement les mêmes. Donc les centres d'accueil de Bouge, vous voyez ici le bâtiment principal qui accueille l'unité de court séjour. Donc au niveau contexte, nous avons 5 bâtiments situés derrière l'hôpital Saint-Luc avec de l'AMR, maison de repos, court séjour, repos de soins, maison de repos de soins traditionnelle, 2 cantous, une unité de l'ICOMA, 2 résidences-services et 2 centres de jour. Donc l'offre est vraiment très variée, suffisante et adaptée, ce qui permet de trouver beaucoup de solutions pour les personnes et d'offrir vraiment un parcours suivi. Voilà le plan de l'institution, la MRMRS, pour situer un peu, un centre de jour, une résidence-service, l'autre centre de jour, et la deuxième résidence-service dans le 4e bâtiment. Alors l'architecture de l'unité de court séjour, elle a commencé à ouvrir des lits. Les centres d'accueil de Bouge ont eu leur premier lit en 2003 pour terminer en 2008 par la finalisation de l'ouverture des 3 derniers lits. Donc 12 lits sont situés à un étage du bâtiment principal de la rue Saint-Luc, et dans le mauvais sens. Donc il constitue une unité tout à fait identifiée sur un plateau de 4 lits en chambre double et 8 en chambre individuelle. Les 2 autres lits sont situés dans l'AMR et l'étage MRS, avec un avantage, c'est que ça nous permet d'accueillir des cas plus lourds puisqu'ils bénéficient de l'encadrement MR-MRS, mais un des lits est actuellement agréé dans une chambre de type MR avec un autre lit de long séjour, ce qui pose à côté de ça d'autres problématiques quand un résident voit défiler sans cesse un voisin sans un objectif de former vraiment une communauté. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de solution idéale. Dans ce cas-là, je préférais nettement que cette chambre puisse être scindée dans un avenir proche. Surtout en termes d'occupation, ça pose des problèmes. Donc je n'ai pas manqué à faire quelques statistiques pour un peu situer. J'ai pris les dernières en date, celle de l'année 2013. Nous avons accueilli 152 résidents, donc personnes identifiées, avec un âge moyen de 82 ans, 84 pour les dames, 81 pour les hommes, et la durée de séjour est de 27 jours. Donc au centre d'accueil, nous avons pris en 2011 la décision de ne plus signer de convention supérieure à 1 mois. Ici, on parle de 27 jours en moyenne. Certains on est parfois sur 6, 7, 8 semaines, notamment quand nous accueillons des personnes en post-opératoire qui nécessitent par exemple un décubitus de 6 semaines ou 8 semaines. Là, nous suivons ce que le médecin a prescrit à la base, mais nous n'allons jamais au-delà. Et nous restons actuellement donc sur 27 jours en moyenne, avec une tranche de 84% de dames, 15% d'hommes, et une tranche principalement rencontrée de 80 à 89 ans. Vous voyez que c'est vraiment le gros, je dirais, des demandes se situe dans cette tranche d'âge. On le voit ici sur le graphique. En rouge pointillé les dames, en vert les hommes. On voit vraiment la grande différence. Et la tranche d'âge la plus représentée. Voilà. Alors l'occupation, quant aux échelles de CATS, nous avons pris aussi la décision de limiter, si possible, les entrées de cas de type O, simplement parce que dans notre institution, qui est quand même lourdement médicalisée, les séjours se passaient très difficilement. Donc il y avait vraiment un manque d'adaptation, et nous essuyons assez régulièrement des fins de convention, ce qui, quelque part, génère une perte en termes d'occupation, et ça ne nous permet pas de donner un service à quelqu'un qui est en attente entre-temps. Donc on essaye vraiment d'optimiser l'occupation pour vraiment offrir le plus de solutions possibles. Donc les cas B actuellement sont vraiment, la majorité des cas rencontrés est des A et C. Les CD, donc les personnes désorientées, ne sont pas accueillies en général, en règle générale dans le court séjour, parce que ce n'est pas une unité sécurisée. Donc nous ne prenons que des personnes désorientées que si le risque de fugue est vraiment réduit à son strict minimum. Alors l'origine des entrées en court séjour, mais vous verrez que 47, presque 50% des personnes viennent du domicile, et 84% des personnes, 85% retournent au domicile. Donc sur nos 14 lits, nous n'accueillons que 7%, soit chez nous, soit dans d'autres institutions, 7% ne retournent directement dans l'année en maison de repos.
Donc vous voyez vraiment que dans ce cadre, l'objectif est vraiment rencontré d'être une solution d'attente à l'entrée en maison de repos et non pas un réservoir pour alimenter l'AMR. Surtout que chez nous, c'est une MRS, donc quelque part, il y a un grand hiatus aussi entre les cas accueillis en court séjour, souvent, et les cas MRS que nous accueillons dans nos autres lits. Alors vous verrez que là, nous avons 188 entrées, donc là je différencie par rapport aux 152 personnes. Plusieurs personnes font des courts séjours fréquents, donc viennent parfois en hiver, reviennent pendant les grandes vacances, voire en fin d'année. Donc on parle de la même personne qui a plusieurs rotations sur l'année. Alors j'ai fait un petit graphique, évidemment vous verrez que nous avons 50% de nos résidents qui sont affiliés à la Mutualité chrétienne, simplement parce que nous avons une convention fonctionnelle avec Saint-Luc, qui est l'hôpital qui est situé derrière nos bâtiments. Et voilà, donc de ce fait, nous avons un fort afflux sur 4 de nos lits de résidents venant de Saint-Luc. Oui, un petit détail aussi. Certaines mutualités interviennent financièrement au niveau des frais d'hébergement en court séjour. Ça peut être un incitant pour les familles à utiliser cette solution. Ça diminue le coût quand à un moment on continue à payer soit un appartement en privé en ville, voire entretenir un bâtiment et le chauffer. Alors notre unité de court séjour sur ces 3 dernières années, vous verrez qu'en 2011, quand nous avons pris cette décision de limiter les conventions à 1 mois parce que nous avions des difficultés parfois pour je dirais, gérer la sortie de certains résidents. Et nous avions aussi pas mal de chambres où ces cas étaient restés trop longtemps, où des personnes restaient trop longtemps. Nous avions un taux d'occupation assez faible, avec une moyenne de 92,3% et des rotations à 194 pour l'ensemble d'unités sur l'année. En imposant ces conventions de 1 mois maximum, nous sommes montés à 210 rotations et un taux d'occupation de 93,7%. L'année d'après, nous avons un tout petit peu diminué les rotations et on a encore augmenté notre taux d'occupation. Donc, force est de constater qu'entre 200 et 210 rotations, on atteint je dirais, le nombre maximum gérable sans avoir trop de pertes, parce que chaque rotation peut engendrer aussi des journées perdues. Ça, c'est indéniable. Les personnes ne rentrent pas toujours avant 11 heures et ne sortent pas toujours après 15 heures. Et donc, on se situe là pour nous, dans notre configuration, dans un optimum sur ces chiffres-là. Donc 25 rotations, 14 par chambre, 25 jours d'occupation. Et ça nous fait 203 dossiers quand même à gérer. Donc ça nécessite quand même un sérieux encadrement en termes de gestion administrative. 203 dossiers sur 250 jours ouvrables en semaine, c'est énorme. Mais le taux d'occupation est quand même relativement satisfaisant. Alors les recettes financières pour les gestionnaires, pour notre unité, vous voyez quand même que ça représente 10%, presque 11% des recettes INAMI et 10% de l'hébergement total de l'institution. Donc ce n'est quand même pas anodin. On ne peut pas dire que c'est une unité qui vit aux dépens du reste de l'institution et qui ne s'autofinance pas. Oups, il ne veut plus avancer. Alors, au niveau de l'INAMI, nous avons eu aussi un effet qui n'était pas escompté, mais qui découle du fait du choix d'accueil, de favoriser je dirais, le ventre mou des catégories, donc A, B et C. Nous avions un taux de 45% de cas dits MRS, B, C, C, D. Nous sommes montés actuellement à presque 71%. Mais ça n'engendre pas spécialement une charge de travail supplémentaire au niveau du personnel nursing. Ça pourrait effrayer les infirmières s'il y en a, parce que nous ne prenons pas des cas médicaux, donc des cas B, C, D ou C médicalisés très lourdement. Dans notre convention, nous avons, au niveau des choix d'entrée, nous avons imposé quand même certains critères afin que la sécurité et, je dirais, sanitaire des résidents soit assurée. Donc actuellement, au niveau INAMI, vous voyez aussi que l'année où nous avons un peu trop augmenté les rotations, on a eu quand même une moins bonne occupation sur notre année en termes de financement du personnel. Donc nous avons un peu diminué quand même les rotations. Alors, voilà le type de ce qu'on pourrait obtenir sur un graphique mois par mois de l'occupation par catégorie. On voit quand même que ce graphique est relativement anarchique et ne montre pas une évolution harmonieuse, contrairement à notre unité qui se situe à l'étage du dessous de MR, où vous voyez que la population reste relativement stable mois par mois. Et s'il y a des modifications, ce sont des remplacements sur du long terme ou des évolutions, c'est-à-dire une personne qui
change de catégorie suite à une dégradation de son état de santé, par exemple. Alors, l'équipe soignante du court séjour, nous avons en fait une équipe qui est regroupée, qui gère les 2 étages, MR et court séjour. Et vous voyez quand même qu'à ce niveau-là, le fait d'avoir des courts séjours nous permet d'avoir 0,585 équivalents temps plein agréés en réactivation. Ce qui pourrait permettre, et ce qui permet de financer une assistante sociale notamment pour gérer justement ces rotations et tout le travail que ça peut amener au niveau administratif et au niveau des relations avec les services sociaux des institutions. La norme court séjour représente 34% de notre équipe MR court séjour. Donc elle participe quand même relativement bien à l'encadrement, puisque vous voyez que nous avons 20 lits d'un côté et 14 lits de l'autre. Donc on peut parler d'une espèce de parité en termes d'encadrement, que ce soit de la MR et du court séjour, pour peu qu'on ait des taux d'occupation corrects et similaires dans les 2 unités. Donc la MR court séjour au centre d'accueil de Bouge, c'est 5,51 équivalents temps plein. Alors les critères d'entrée en court séjour, je vais faire appel à une de mes collaboratrices, sont des critères donc, qui ont été établis en 2011 au motif que je vous ai signalé, et elles vont vous expliquer la raison et le pourquoi de ces choix. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Watley, une des assistantes sociales travaillant au centre d'accueil de Bouge. Et donc, c'est vrai que notre quotidien est livré, je dirais, à l'organisation du court séjour notamment. Donc, pour ce faire, on a établi divers critères d'entrée et nous travaillons en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire qui reprend nos collègues infirmières en chef, la direction et nous-mêmes le service social. Donc, pour déterminer ces critères, on passe par un dossier médical qui nous est adressé par le médecin traitant, ce qui nous permet de veiller à plusieurs points que je vais peut-être vous développer ci-après. Donc, le premier, c'est de veiller à privilégier les catégories de dépendance A, B et C au niveau de l'échelle de Katz. Nous veillons aussi évidemment à ne pas accueillir ou proposer un accueil. Merci. Des personnes qui ont des problèmes de mémoire et une démence connue, simplement pour limiter le risque de fugue, parce que c'est essentiel de pouvoir proposer un accueil de qualité. Et donc, si la personne a tendance à prendre la poudre d'escampette, ça peut mettre la personne face à un danger. Et donc, nous préférons passer le relais à un service plus spécialisé qui pourra sécuriser cette personne. C'est aussi évidemment important que la personne arrive avec un état de santé stabilisé, d'où ce que je vous disais précédemment, l'importance d'une évaluation récente faite par le médecin traitant, ce qui nous permet également de prendre le relais et d'assurer des soins de qualité. C'est important également de veiller à ce que la personne accueillie ne soit pas dans un état de sevrage qui ne serait pas achevé. On pense notamment à tout ce qui est soins post-opératoires, parce qu'il est vrai que le court séjour accueille, comme on vous l'a montré via les documents, beaucoup de personnes en situation de convalescence, de répit, de soins après une hospitalisation. Dans le même ordre d'idée, pas de trachéotomie, pas de sonde de gavage. Il est aussi important que la personne ne doit pas nécessiter d'un suivi médical intensif. On pense notamment à des personnes qui ont besoin d'injections régulières 3 à 4 fois par jour. Mais ça, c'est plus difficile en termes de présence infirmière au niveau du service. On propose aussi de ne prendre pas des personnes qui ont des problèmes de contamination. Donc, on demande toujours au médecin traitant de nous fournir une attestation de non-contagion, simplement parce que c'est une vie en communauté, c'est un service de 14 personnes nous concernant, et donc c'est important de veiller à ce que la personne ne puisse pas être contagieuse pour les autres résidents. Alors, il est essentiel aussi de ne pas organiser de transfert de personnes qui ont des maladies psychiatriques. Donc là, c'est aussi à travailler en collaboration avec les services sociaux, le réseau social et les médecins traitants.
Et alors enfin, ça c'est vraiment notre credo quotidien, c'est de veiller à ce que la personne ait un domicile habitable pour organiser le retour suite à ce séjour de courte durée. Parce que ben voilà, notre vision du court séjour, c'est vraiment d'apporter cette aide temporaire pour apporter un accueil de qualité par la suite à la maison. Voilà, j'ai passé le relais à ma collègue pour le point suivant. Bonjour à tous. Alors moi je vais plus vous parler de l'aspect, je dirais, fonctionnel, organisationnel, pour veiller à ce que l'accueil de la personne se fasse dans de bonnes conditions. Alors, j'imagine que c'est comme ceci. Voilà, alors au niveau d'organisation, on organise principalement les entrées du lundi au vendredi. Donc les jours fériés, les samedis et le dimanche, on n'accueille pas de personnes principalement parce qu'au niveau de l'administration, on n'est pas présent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là et les personnes ont besoin d'être rassurées. Au niveau de la programmation des courts séjours, en moyenne, on programme les courts séjours à l'avance. On a régulièrement des demandes de courts séjours pour les vacances, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui viennent de l'hôpital, donc on essaye au minimum d'avoir 2 jours pour pouvoir organiser les choses au mieux, ne serait-ce que pour obtenir les dossiers médicaux, etc. Les entrées, on privilégie, je dirais, que les entrées se fassent en matinée, idéalement 11 h, en tout cas avant 14 h, parce que on trouve que c'est quand même préférable pour la personne d'être accueillie avant le repas. Ça lui permet un accueil plus favorable, je dirais. Au niveau de la durée maximale, comme M. Hamon vous a expliqué, on privilégie 1 mois de court séjour. En règle générale, il y a des personnes qui d'office viennent avec une idée en tête d'un court séjour plus court. Maintenant, c'est quelque chose qui se négocie aussi en fonction du besoin de la personne, en fonction de ses attentes et aussi en fonction de la disponibilité des chambres. On vérifie également que la personne est financièrement solvable ou en tout cas, on s'arrange pour qu'il y ait des contacts alors à ce moment-là avec les administrateurs de biens, avec le CPAS, etc. pour s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. Au niveau des transferts hospitaliers, donc comme on en a parlé tout à l'heure, il y a une convention avec Saint-Luc, mais on a également énormément de contacts avec les autres hôpitaux du Namurois principalement. Et là, c'est principalement aussi des contacts avec les services sociaux, les infirmières sociales. Et on s'organise avec elles pour obtenir un dossier complet de liaison, pour s'assurer que la personne que l'on va accueillir va pouvoir être accueillie dans de bonnes conditions, qu'on va pouvoir répondre à tous ses besoins en termes médicaux. Eh bien voilà, donc je vais rapidement, très rapidement, vous donner la conclusion. C'est de simplement signaler que l'importance pour une institution, c'est de cibler son public et le lieu sur lequel elle se situe pour offrir un service adapté. Avoir des conditions de court séjour offre un réel intérêt pour la population. À mon sens, une unité de 10 lits est un minimum. Optimiser le rapport de rotation pour avoir une durée qui permette d'obtenir un taux d'occupation et un encadrement suffisant de l'unité. Les conventions de durée d'1 mois nous ont semblé être le point le plus favorable pour obtenir un bon taux d'occupation. Négocier donc la durée de séjour pour ne pas non plus tomber dans des séjours de 2-3 jours de type hôtelier. Engager quelqu'un à mi-temps pour gérer ces rotations. La direction doit exercer un contrôle et faire comprendre l'objectif aux équipes. Respecter les critères d'occupation et les critères fonctionnels préalablement fixés pour être certain d'obtenir le résultat souhaité. Et rechercher évidemment une optimisation du forfait pour financer son équipe et offrir des soins de qualité suffisants. Voilà. Donc pour nous, l'entrée n'est certainement pas, et vous le voyez de ce qui était démontré, le court séjour n'est pas un ticket d'entrée en maison de repos et ne doit pas être conçu comme tel. Et c'est une solution qui est vraiment viable sur le long terme pour une institution. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Juste appuyer sur la flèche.
Oui, c'est la même chose. À droite, Cette distance, ça va. oui, c'est parfait. Voilà, bonjour. Moi, je vais vous présenter le centre de jour, l'alternative à l'hébergement. Je tiens d'abord à vous préciser que c'est ma collègue, Madame Huchon, qui a préparé toute la partie écrite et moi, je fais la présentation. Voilà, les intérêts de cette formule d'accueil. C'est un lien avec le domicile, donc le maillon significatif d'une politique d'accompagnement des aînés vivant à domicile. Le centre travaille en collaboration avec le centre, les services coordination de soins à domicile de la ville de Charleroi, avec l'antenne de Courcelles. Il permet d'accorder des moments de répit pour les conjoints et les aidants proches. C'est aussi un lien vers la maison de repos pour rompre le sentiment de solitude du domicile et une préparation à une institutionnalisation à long terme. Les personnes accueillies en centre de jour sont prioritaires pour une entrée future dans la maison de repos. Les généralités. La capacité du centre de jour situé au sein de la maison de repos est de 10 places, dont 8 places requalifiées en places de centre de soins de jour. Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, 7 jours sur 7. 12 personnes fréquentent régulièrement le centre de jour la semaine, du lundi au vendredi. Le centre accueille 9 à 10 personnes. Une seule personne vient 2 samedis par mois. Le taux d'occupation moyenne est de 63%. Il y a possibilité de transport aller-retour avec le service taxi social du CPS de Courcelles. En fait, c'est un minibus avec élévateur pour le transport de chaises roulantes éventuelles. Le prix d'accueil s'élève à 15,68 € par jour. Si l'accueil est inférieur à 5 heures, le prix d'accueil est de 9,41 € par jour. Le profil des personnes accueillies chez nous. L'âge moyen des personnes accueillies est de 78 ans. Le centre est fréquenté en majorité par des dames. Le centre accueille aussi bien des personnes autonomes que des personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée. Ces personnes sont entrées dans le centre de leur propre initiative. Souvent, c'est dû à la solitude ou suite à la demande de leurs conjoints ou de leurs enfants, par sécurité ou par répit. Par sécurité pour éviter de les laisser seuls chez eux ou par répit pour permettre aux conjoints, à la famille de souffler un peu. Le motif essentiel de la fin d'accueil est l'entrée dans une maison de repos ou parfois par le décès de la personne. Alors, au point de vue du fonctionnement, il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire. Tout d'abord, au point de vue des soins, la prise en charge de la thérapeutique médicamenteuse, par exemple la préparation et la distribution des médicaments, suivant un schéma instauré au préalable par le médecin traitant. La réalisation des soins, réfection de pansement, injection d'insuline, prise de sang. La mise en place d'une surveillance spécifique, la tension, les pulsations, l'hydratation et le cas échéant, l'appel au médecin traitant en cas de malaise. La possibilité aussi de prodiguer des soins de kinésithérapie. Au point de vue des repas, la possibilité de prendre les 3 repas du jour plus collation. Une aide est fournie aux résidents qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seuls. Les régimes diététiques sont prescrits par le médecin, sont respectés chez nous également. Au point de vue des animations, l'organisation d'activités internes, minimum 2 activités par jour. Le matin, il y a gymnastique, lecture du journal, atelier beauté. L'après-midi, c'est plutôt du bricolage, tricot, peinture, couture, activités musicales, loto, cinéma et bien d'autres choses encore. Il y a des organisations d'activités externes 2 fois par mois, des sorties dans un centre commercial, au parc, à la piscine. Une excursion d'1 jour, 1 fois par an avec les résidents de la maison de repos.
et l'invitation à participer avec leur famille à la fête d'anniversaire organisée une fois par mois et le conseil des résidents qui se fait une fois tous les 3 mois. Au point de vue de l'organisation administrative, une feuille de présence prévisionnelle est à compléter par le résident ou la famille pour le mois suivant. Un registre est à compléter par le résident ou la personne qui l'accompagne, dans lequel sont notées les heures et les dates de présence du résident. Le choix des menus en semaine et de semaine en semaine, et l'inscription à certaines activités via le journal interne de la maison de repos. Alors, je vais vous décrire ici comment se déroule une journée type chez nous. De 7h30 à 9h30, les personnes sont accueillies pour le déjeuner. Dès leur arrivée au centre, leur présence est enregistrée à l'accueil et leurs effets personnels sont enfermés dans les casiers vestiaires. Les personnes sont ensuite installées à la salle de séjour du centre et sont prises en charge par un membre du personnel de soins pour le déjeuner et diverses autres demandes. De 10h à midi, les personnes se rendent aux différentes activités suivant le degré de dépendance. En cas de démence, des activités spécifiques sont réalisées dans l'étage sécurisé de la maison de repos. De midi à 13h, le dîner est servi dans le restaurant de la maison de repos où un espace est réservé au centre de jour. Un membre du personnel de soins s'occupe de l'encadrement et apporte l'aide nécessaire. Ensuite, de 13h à 14h30, les personnes sont installées à la salle de séjour du centre ou à la salle de repos. Un membre du personnel de soins exécute les mises à la toilette, les différents changes. Ensuite, à 14h, la distribution d'une collation. De 14h30 à 16h, les personnes participent à nouveau aux activités proposées. Celles-ci sont réalisées en collaboration avec les résidents de la maison de repos. De 16h à 18h30, retour dans la salle de séjour du centre pour une détente ou pour regarder la télévision. Un tour d'hydratation est réalisé par un membre du personnel de soins qui répond également aux différentes demandes. La distribution des soupers se fait à partir de 17h30. Mais ensuite, c'est le retour au domicile des personnes qui se fait après avoir récupéré leurs effets personnels et signalé leur départ. Cette organisation est possible car nous sommes au-delà des normes de personnes imposées, 1,859 équivalents temps plein. Le personnel est commun au centre d'accueil et à la maison de repos. Le personnel assurant les prestations au centre est identifié 4 équivalents temps plein. Et en conclusion, le centre de jour se doit de continuer à prendre de l'ampleur vu la pertinence des services qu'il met à disposition du citoyen et le rôle qu'il est appelé à jouer. Le centre de jour apparaît à être un trait d'union entre le domicile et l'entrée en maison de repos. Une coordination efficace avec les secteurs de la santé, les hôpitaux, les centres de coordination de l'aide et des soins à domicile permettra d'optimaliser l'existence des centres de jour et, in fine, leur fréquentation. Voilà.